Donc, bonjour à tous et bonjour aux internautes qui nous suivent via l'enregistrement. Et donc, bienvenue dans ce premier cours de la chaire Sciences du logiciel. Donc, ce cours est intitulé Programmer égale démontrer et consacré à la correspondance de Curry-Howard aujourd'hui. Je vais commencer par une brève introduction générale, si j'en ai déjà un peu parlé dans ma leçon inaugurale la semaine dernière. Donc c'est un cours qui se situe à la frontière entre l'informatique et la logique mathématique. Et donc depuis ses débuts, l'informatique tire de nombreuses idées et principes de la logique mathématique. Et c'est d'ailleurs frappant de voir que un certain nombre de fondateurs de l'informatique, comme Church, Turing, von Neumann, étaient logiciens de formation, voire de profession. Et donc, le cours de cette année est consacré à l'une de ces interactions particulièrement intenses, particulièrement fécondes, entre la logique et l'informatique, et donc plus précisément entre la théorie de la démonstration du côté logique et les langages de programmation du côté informatique. Alors, si vous connaissez un peu de programmation, en particulier programmation dite logique, un peu de Prolog par exemple, vous vous dites « Ah, ça y est, on va parler de programmation logique ». Et en fait, non. Mais un petit peu quand même. Donc, il y a des langages de programmation qui présentent les programmes comme des formules d'une certaine logique, comme des propositions. Donc c'est le cas de langages comme Prolog ou Mercury, programmation logique, leurs extensions vers la programmation par contrainte, mais aussi les langages de requêtes dans les bases de données relationnelles comme SQL. On peut voir une requête comme une formule mathématique qui caractérise les objets que vous voulez accéder dans la base de données. Et exécuter le programme ou exécuter la requête, ça revient à démontrer ou à réfuter la proposition logique correspondante. Alors pour un petit exemple en Prolog, donc ça c'est l'exemple classique de la concaténation de listes. On donne deux règles qui disent à quelles conditions le troisième élément est la concaténation des deux premiers, le troisième paramètre est la concaténation des deux premiers. Et puis on fait une requête. Quels sont les x et les y dont la concaténation est 1, 2, 3 ? Et ça, à syntaxe près, c'est juste une formule logique, avec deux clauses qui caractérisent le prédicat append, et qu'on prend en hypothèse, et comme but à démontrer est-ce qu'il existe x et y tel que append x, y, 1, 2, 3. Et exécuter le programme, c'est démontrer cette proposition, et de plus, trouver les x et y qui satisfont le il existe. Et donc là, on voit apparaître un certain paradigme de programmation qui est programme égale proposition logique. Donc du côté langage, vous avez un programme, du côté logique, vous le voyez comme une proposition, et l'exécution du programme est vue comme la démonstration ou la réfutation de la proposition. Alors la correspondance de Curry-Howard, en fait, ça décale tout d'un cran. Donc là, ça met aussi en correspondance un certain langage de programmation, le lambda calcul simplement typé, qui est un proto-langage de programmation, un noyau des langages de programmation fonctionnelle, et puis une certaine logique qui s'appelle la logique intuitionniste, dont on va reparler. Mais ici, un terme du lambda calcul, c'est-à-dire un programme, correspond à une démonstration. Et la proposition qui est démontrée, ça correspond au type du terme. Donc ça aussi, on va voir ce que c'est. Et l'exécution du programme, qu'on appelle les réductions, ce n'est pas la recherche de la démonstration, c'est plutôt la normalisation, mettre la démonstration sous une autre forme, c'est ce qu'on appelle l'élimination des coupures. Donc cette correspondance de Curry-Howard, on peut la résumer par ce slogan, qui marche très bien en anglais, PAT, Propositions as Types, Proofs as Terms. Alors en français, en mauvais français, ça survit. Donc si on traduit proofs par preuve, ça nous donne preuve égale terme, proposition égale type. Ceci dit, une meilleure traduction pour mathematical proof, c'est démonstration mathématique. Quand je parle avec mes collègues juristes du Collège de France, par exemple, pour eux, une preuve, c'est tout à fait autre chose. Et donc en bon français, c'est plutôt proposition égale type, démonstration égale terme, et j'essaierai d'employer le mot démonstration, mais je vais parfois parler de preuve aussi. Et donc on a cette correspondance entre le lambda calcul simplement typé et la logique intuitionniste, et ça, c'est ce qu'on va voir dans ce premier cours. Comment on en est arrivé là, et en quoi consiste exactement cette correspondance. Après, on peut se demander, est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce que c'est un accident? Et la réponse est non. Ça, c'est ce qu'on va commencer à voir dès le deuxième cours, la deuxième moitié du cours aujourd'hui.
Donc c'est que la correspondance de Curry-Howard s'est développée en un lien structurel profond entre langage et logique, entre programmation et démonstration. Par exemple, on a fait apparaître des correspondances entre d'autres logiques plus riches et d'autres langages plus expressifs, par exemple l'arithmétique du second ordre et le lambda calcul polymorphe, qui est à peu près la même chose que le langage Camel. On a obtenu des formalismes qui sont à la fois des logiques et des langages, comme par exemple la théorie des types de Martin-Löf ou le calcul des constructions, et desquels découlent des outils qui sont utilisables à la fois comme assistants à la démonstration, assistants de preuve, et comme environnement, langage de programmation, système Coq ou le langage Agda, par exemple. Et donc l'essentiel du cours, en fait, ça va être de faire le point sur Curry-Howard aujourd'hui. Donc pas juste une correspondance entre l'homme des calculs simplement typé et logique intuitionniste, mais un principe directeur pour concevoir, comprendre, formaliser des langages de programmation, principalement fonctionnels, pas uniquement. On verra que ça a des choses à dire aussi sur des aspects plus impératifs des langages de programmation. Ça donne aussi un regard neuf sur les mathématiques classiques. Vous avez une démonstration mathématique d'un théorème, est-ce qu'il y a un contenu calculatoire? Quel est le programme, quel est l'algorithme qui se cache éventuellement, qui se cache dans cette démonstration? Ça donne des idées pour de nouvelles manières de programmer, qui intègrent davantage la vérification formelle, par exemple l'utilisation de types dépendants. Ça donne des idées pour faire de nouvelles manières de faire des mathématiques, en s'aidant de la puissance de l'ordinateur. Et, comme je l'ai déjà dit, on a des outils puissants et polyvalents, comme Coq et Agda, qui nous aident à parcourir cette frontière entre l'informatique et les mathématiques. Voilà, donc ça c'est le plan général du cours. Il y aura aussi un séminaire qui va permettre d'approfondir un certain nombre d'aspects du cours. Donc voici les dates et les intervenants. Donc vous remarquerez que le séminaire ne commence que la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, vous aurez droit à 2 heures de cours, donc 1 heure, une pause et encore 1 heure derrière. Et à partir de la semaine prochaine, donc ce sera 1 heure de cours, pause, 1 heure de séminaire. Très bien. Donc, eh bien, commençons le cours proprement dit. Et donc la première heure, elle est consacrée au chemin de la découverte. Donc qu'est-ce qui a mené à la correspondance de Curry-Howard, en partant en gros en 1930 des premières idées sur le lambda calcul et en arrivant en 1969 où Howard fait circuler sa note, sa célèbre note manuscrite. Et donc il y a essentiellement 5 étapes qu'on va parcourir ensemble. Donc la première, c'est le lambda calcul. Donc initialement conçu comme une logique dans le paradigme terme égale proposition et qui est devenu un modèle de calculabilité et l'ancêtre des langages de programmation fonctionnelle. On parlera brièvement de logique intuitionniste, en particulier de l'idée du terme de preuve, donc l'idée qu'une démonstration peut être matérialisée par un objet mathématique, voire informatique. Après, on parlera des types, un composant important de la correspondance de Curry-Howard, introduit initialement en logique par Russell pour contrôler, maîtriser des paradoxes, et ensuite faisant leur chemin vers les langages de programmation via le lambda calcul simplement typé. Et donc on en arrive à la première correspondance, celle de Curry en 1957, qui observe que les propositions et les types sont isomorphes, dans un cas très particulier, celui des combinateurs, et que le fait qu'une proposition est prouvable, c'est équivalent à ce que le type soit habité, c'est-à-dire qu'il y a au moins un élément dans le type. Et c'est Howard, donc en 1969, qui énonce le résultat moderne connu sous le nom de correspondance de Curry-Howard, proposition égale type, démonstration égale terme, réduction égale élimination des coupures. Mais en fait, il va juste faire circuler ses notes de manière manuscrite sans vraiment les soumettre à publication. Et c'est seulement en 1980 en fait, que la publication a lieu. Voilà. Donc, commençons par quelques rappels et introductions et rappels sur le lambda calcul. Qui a été inventé par Alonzo Church, professeur de mathématiques et de logique à l'université de Princeton. Et donc vers 1930, il introduit une notation, lambda x.e, avec des variantes, qui veut dire la fonction qui au paramètre x associe l'expression e. D'accord ? Donc lambda x.x plus 1, c'est la fonction qui prend un x et qui vous renvoie son successeur.
Alors aujourd'hui, en maths, on note x flèche bizarre e. Mais ça, c'est une notation postérieure. C'est une notation qui a été popularisée par Bourbaki après la Deuxième Guerre. En 1930, elle n'existait pas. Et en fait, ce qui énervait beaucoup Church, c'est que dans le discours mathématique, ce n'était pas toujours très, très clair quand on parlait des fonctions, qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire. Un exemple typique, c'est la fonction x carré, qui souvent est à comprendre comme la fonction qui, à x, associe l'expression x carré. Donc x flèche x carré ou lambda x x carré. Mais par exemple, la fonction x carré plus y carré, on sait pas, enfin si, on sait que c'est une fonction à deux paramètres, x et y. Bon. Donc on peut clarifier ça en notation Bourbaki ou en lambda calcul. Donc typiquement, on dit je prends un x, puis je renvoie la fonction qui prend un y et qui me fait x carré plus y carré. Et là où les notations mathématiques deviennent un peu difficiles, c'est quand on fait des familles de fonctions avec un paramètre. Par exemple, la famille de fonctions cx carré, il faut comprendre que le paramètre c'est c, et puis pour un c donné, c'est la fonction qui est x associe cx carré. Et ça, justement, ça s'exprime très très clairement en lambda calcul. On a lambda c, on prend le paramètre c, et on renvoie lambda x.cx carré, qui est la fonction x flèche cx carré. Voilà. Alors l'autre, et donc Church énonce très vite les règles de calcul essentielles sur sa notation. Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'alpha conversion et la bêta conversion. Lui, il les appelle les règles 1 et 2, je crois. Mais donc l'alpha conversion, c'est l'idée que la variable x ici est liée, et en fait son nom n'est pas très important, on peut changer son nom. Lambda x.x plus 1, c'est la même chose que lambda y.y plus 1. On décrit la même fonction. Le nom, que ce soit x, que ce soit y, est une convention. Et donc, d'où cette règle qui permet de renommer la variable liée. Lambda x.m peut être renommé en lambda y.m, où vous remplacez toutes les occurrences de x par y, à condition que y ne soit pas déjà là, ne soit pas déjà utilisé. Bon. Et puis l'autre règle, c'est la bêta conversion. C'est qu'est-ce qui se passe quand on applique une de ces fonctions, lambda x.m, à un paramètre n, à un argument n, pardon. Et l'idée, c'est qu'on peut simplifier en remplaçant le paramètre formel x par l'argument effectif n dans le corps de la fonction m. Et donc obtenir m où x a été remplacé par n. D'accord ? Et par exemple, là où en maths, on pourrait écrire soit la fonction f de x égale x plus 1, on a f de 2 égale 3. La lambda notation, elle va décomposer ce calcul un peu plus. D'ailleurs, j'aurais dû en mettre une de plus. Donc de f de 2, on peut déjà remplacer f par sa définition, ce qui nous donne lambda x, x plus 1 appliqué à 2. Faire une bêta réduction, donc remplacer x par 2 dans x plus 1, ça nous donne 2 plus 1, et finir le calcul de manière purement arithmétique. D'accord ? Ah oui, alors pourquoi lambda et pas une autre lettre grecque? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors un des élèves de Church, Rosser, dit que en fait, ça provient d'une notation x chapeau e qui était déjà utilisée dans le traité de logique Principia Mathematica de Russell et Whitehead, qui s'est fait un peu simplifier au cours du temps en chapeau xe puis lambda xe. C'était plus facile à composer. Mais j'ai entendu Dana Scott raconter que dans sa jeunesse, il avait écrit à Church, Dear Professor Church, why lambda? Pourquoi lambda? Et reçu pour réponse ini, mini, mini, mo, qui est Amstram, gram, piqué, piqué, collégramme en anglais, ce qui laisse entendre que Church aurait juste pris une lettre grecque au hasard. Bon. Alors une autre observation de Church, c'est qu'il y a plein de notations mathématiques assez disparates qui font aussi intervenir une variable liée. Donc une variable qu'on peut renommer comme on veut. Donc pas juste la fonction qui est x associe e, mais aussi l'ensemble des x tels que p de x. C'est la même chose que l'ensemble des y tels que p de y. Les quantificateurs, pour tout x, p de x, il existe x, p de x. La grande union, l'union pour tous les n parcourant n, le grand produit pour i allant de 1 à n, donc i est une variable liée, la somme pour n allant de 0 à l'infini, la limite quand n tend vers l'infini, l'intégrale sur x, ça c'est la même chose que d'intégrer f de y dy, d'accord. Donc on a plein d'occurrences, disons, plein de notations différentes pour ces variables liées. Et l'idée de Church, la proposition de Church, c'est de les traiter comme des opérateurs prenant une lambda abstraction en argument. Par exemple, pour tout x, p de x, c'est juste l'opérateur pour tout, associé à la fonction qui à x renvoie p de x. D'accord ?
Ou juste P d'ailleurs. Si P c'est un prédicat, c'est déjà une fonction qui prend un X et envoie une proposition logique. Donc pourquoi pas écrire pour tout P. Et de même, il existe X, P de X, et il existe lambda X, P de X. La somme, c'est un opérateur à 3 arguments, les deux bornes, 0 et l'infini, et la fonction qu'il faut sommer. Et l'intégrale, c'est un opérateur à 3 arguments, les deux bornes, A, B, et la fonction qu'il faut intégrer. D'accord ? Pas vraiment besoin de notation exotique. Et il n'y a plus qu'une seule construction qui lie les variables, la lambda abstraction. Alors pour ceux qui connaissent, on en reparlera un peu la semaine prochaine, c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la syntaxe abstraite d'ordre supérieur, Higher Abstract Syntax, qui est une manière un peu systématique de représenter justement des expressions formelles avec des variables liées dedans. Et donc on en arrive au premier lambda calcul de Church, qu'il a publié en 1932 puis en 1933. Et au début, il voyait ça comme une logique, une alternative à la théorie des ensembles, dans laquelle on écrit les prédicats et les propositions à l'aide de la lambda notation. Alors c'est ce qu'on appelle une logique d'ordre supérieur, parce que les prédicats peuvent prendre non seulement des objets de base, des entiers en argument, mais aussi d'autres propositions et d'autres prédicats. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Et du coup, on n'a pas vraiment besoin d'ensemble. Il suffit de représenter les ensembles par leur prédicat d'appartenance. La proposition logique qui a un élément X vous dit si X appartient à l'ensemble A ou pas. Alors, on note qu'on est dans le schéma proposition égale terme. Les termes de la lambda notation, du lambda calcul, expriment des propositions logiques. Alors, ensemble égale prédicat, ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait, c'est très naturel. Si vraiment on voit chaque ensemble comme une fonction à qui on demande est-ce que cet élément appartient ou non à l'ensemble, ben, du coup, l'appartenance, est-ce que X appartient à A, c'est juste l'application, A appliquée à X. La compréhension, l'ensemble des X tel que P de X, ben, c'est juste P, c'est la même chose. L'ensemble vide, c'est la fonction, le prédicat qui renvoie faux tout le temps, parce qu'il n'y a aucun élément dedans. Le singleton X, c'est la fonction, le prédicat qui à Y renvoie vrai si Y égale X ou bien faux dans tous les autres cas. L'union binaire, c'est le ou logique des prédicats. L'union générale, ça peut s'exprimer par un il existe. Donc il existe un X qui est dans A et qui tel que B de X et de Y. Et on peut même exprimer le paradoxe de Russell. Vous savez, l'ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Et c'est facile. Un ensemble appartient à lui-même, c'est X appliqué à X. N'appartient pas à lui-même, c'est non X appliqué à X. Lambda X, non X appliqué à X, c'est l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Vous me suivez jusqu'ici? Et si j'applique cette chose à elle-même, lambda X, non XX appliqué à lambda X, non XX, je pose la question, est-ce que l'ensemble de Russell, de tous les X tels que X n'appartient pas à X, appartient à lui-même? D'accord? Donc, juste un changement de notation. Et donc, Church publie ça pour la première fois donc en 1932 dans un article des Annals of Mathematics. Et puis, un an plus tard, il fait une version légèrement corrigée parce qu'il a trouvé des incohérences dans la première version. Donc, un an plus tard, dans la même revue avec le même titre, ce qui est assez trompeur. Et donc, il considère des termes qui sont des propositions logiques. Donc, il y a des variables. Il y a l'abstraction de fonctions ou de prédicats, lambda x.m, dont on a déjà parlé. Il y a l'application de fonctions, m appliquée à n. Et puis, il y a un certain nombre de termes de connecteurs logiques, dont certains sont un peu étranges. Par exemple, pi de m et de n, ça combine un pour tout et une implication. Ça dit que pour tout x tel que m de x, on a n de x. Donc à la fois un pour tout et une implication. Le sigma, c'est le il existe, un autre symbole qui en fait va se répandre plus tard. Donc les contemporains de Church notent souvent sigma pour le quantificateur il existe. Le et, qui est la conjonction logique, le tilde, qui est la négation, le iota, qui est un x élément de m, et qui est un peu le epsilon de Hilbert, pour ceux qui connaissent aussi, et un dernier connecteur grand A à 2 paramètres, et je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il fait en lisant l'article, je suis désolé. Et donc Church énonce 5 règles de déduction, dont les fameuses alpha conversion et bêta conversion, qui permettent de raisonner sur les lambda, et 3 autres qui sont liés au connecteur logique, et 37 axiomes à la Hilbert pour donner du sens au connecteur logique. Il n'y en a que 36 dans la version 2. Apparemment, un des axiomes était incohérent.
Bon, je ne vais pas trop insister sur l'aspect logique du lambda calcul parce que très vite, en fait, on s'est rendu compte que, comme logique, le lambda calcul est incohérent. Alors, on a déjà parlé du paradoxe de Russell, qu'on peut tout à fait écrire avec ce lambda terme, et qui a pour propriété d'être égal, via la bêta-conversion, à sa propre négation. Donc, U égale non U. Alors Church en est parfaitement conscient, c'est le premier exemple qu'il donne dans son article, mais il dit « mais ça n'introduit pas de cohérence car le reste de la logique est très faible. C'est une logique dite intuitionniste minimale, dans laquelle même si on a une contradiction, comme un U et sa négation sont vrais en même temps, ça n'implique pas que toutes les propositions sont vraies. Il n'y a pas le phénomène d'explosion, de ex falso quodlibet, à partir d'une contradiction on peut tout dériver. » Bon, donc, Church évite le paradoxe d'un cheveu, mais il est très vite rattrapé. Donc, deux de ses étudiants, Kleene et Rosser, en 1935, montrent qu'effectivement, toute proposition peut être démontrée via un codage compliqué du paradoxe de Richard, avec des nombres de Gödel et tout et tout. Et puis, en 1942, Curry montre le résultat de manière beaucoup plus directe. La preuve est ici en une ligne. Si A est une proposition, on considère ce lambda terme, qui est une variante du combinateur de points fixes. Et ce terme U est équivalent à l'implication. U implique A. Et ça suffit à montrer que A est vrai, même dans la logique intuitionniste minimale de Church. Et donc, toutes les propositions sont vraies. Et donc, ce n'est pas une bonne logique. Mais d'autres applications du lambda calcul non typé apparaissent, qui sont en fait beaucoup plus intéressantes. Donc, à partir de 1935, Church, ses étudiants, Kleene, Rosser, étudient le lambda calcul pur. Donc, oublions les connecteurs logiques, le pi, le sigma et tout, et gardons juste la sainte trinité, variable, lambda abstraction, application. Alors, on garde les deux règles alpha et bêta. L'alpha est de plus en plus vu comme une équivalence, donc deux termes qui sont vraiment, c'est la même chose à renommage près. Et la bêta est vue de plus en plus comme une réduction, c'est-à-dire on l'oriente. Vraiment l'idée qu'on va mener les calculs en allant dans ce sens-là, en supprimant des lambdas qui sont appliqués à des choses. Et du coup, ça fait apparaître une notion d'exécution au sens informatique, de comment on exécute un programme. On part du terme d'origine M, et puis on essaye de bêta réduire, ça nous donne M1, puis on bêta réduit ailleurs, ça nous donne M2, puis on bêta réduit jusqu'à obtenir un terme où on ne peut rien réduire. Et on appelle ça la forme normale, N. Et on dit le calcul est fini, c'est le résultat de l'exécution. Et cette notion de calcul, par réduction, a d'excellentes propriétés. Par exemple, en général, on peut bêta-réduire à plusieurs endroits dans un terme. Par exemple, ici, on peut bêta-réduire sur ce lambda ou bien sur l'autre lambda, et ça nous donne ces deux termes qui sont a priori différents. Donc on peut se dire qu'on va obtenir des résultats différents à la fin. Mais non, parce qu'il y a ce théorème de confluence de Church et Rosser, qu'en fait, on peut toujours réduire sur un terme, sur le même terme. Et ça donne comme corollaire que si un terme a une forme normale, cette forme normale est unique. Et donc le résultat d'un calcul est parfaitement bien défini. Par ailleurs, un calcul peut aussi boucler, peut aussi se bêta-réduire à l'infini, ce qui représente l'équivalent d'un programme qui boucle, qui ne termine pas. Et donc, vraiment, on se rapproche d'une notion de calculabilité intéressante. Et d'ailleurs, c'est Church qui, en 1936, montre le premier résultat d'indécidabilité. Donc, il montre que le problème de savoir si un terme M de son calcul a une forme normale est indécidable, au sens qu'il n'existe pas de fonction récursive générale qui renvoie 1 si le terme est normalisant et 2 s'il n'a pas de forme normale. Et c'est en corollaire de ça qu'il a obtenu cette démonstration que le problème de la décision de Hilbert est impossible. Parce que Hilbert, lui, il espérait qu'il y ait que, en gros, tous les problèmes exprimables en arithmétique sont décidables. Or, là, on a un problème qui est exprimable en arithmétique, modulo un petit codage, et qui n'est pas décidable. Et quelques mois plus tard, Turing montre le même résultat, mais avec un autre problème, qui est celui de l'arrêt des fameuses machines de Turing. Et d'ailleurs, Turing ensuite rejoint Church à Princeton pour finir sa thèse.
Et avec Kleene aussi, donc cette fine équipe de Princeton montre que ça va plus loin. Il y a donc une équivalence entre les fonctions récursives générales, ce formalisme mathématique, esquissé par Herbrand et développé ensuite par Gödel, par Kleene et par d'autres, les fonctions des entiers dans les entiers calculables par une machine de Turing, et les fonctions définissables par un lambda terme via un codage des entiers sous forme de lambda terme que Church introduit tout à la fin de son deuxième article de 1933 et qui consiste à avoir un entier n comme la lambda qui prend une fonction et l'itère n fois. Donc un entier, c'est un itérateur. 0, c'est j'applique pas f, 1, c'est j'applique f une fois, 2, j'applique f deux fois, 3, j'applique f trois fois, et ainsi de suite. Et ça suffit en fait à coder l'ensemble de l'arithmétique, au grand bonheur donc de Church et de Kleene et de Turing. Par ailleurs, après la calculabilité, viennent aussi les langages de programmation. Et on peut vraiment voir le lambda calcul pur comme le grand ancêtre, le noyau commun, disons, des langages fonctionnels de programmation. Un langage fonctionnel, il y a un noyau de lambda calcul pur, auquel on ajoute une stratégie de réduction, pour savoir dans quel ordre on fait les calculs, rendre le calcul plus prédictible. On ajoute en général des types de données. Même si les entiers sont codables, on peut avoir envie d'avoir des entiers, on peut avoir envie d'avoir chaînes de caractères, des listes, des paires, etc. Et éventuellement un système de type. Et par exemple, Lisp 1.5, donc, en 1960, qui est peut-être le premier langage fonctionnel, mentionne explicitement les travaux de Church et note avec le mot-clé lambda en majuscule les fonctions. Donc il y a vraiment un hommage appuyé au lambda calcul de Church. Cependant, ce n'est pas tout à fait le lambda calcul au sens où la sémantique de l'application de fonctions ne respecte pas tout à fait la bêta réduction. Il y a une question de portée des liaisons, des paramètres aux arguments, qui n'est pas tout à fait juste dans Lisp 1.5. On a une portée dynamique alors qu'il faudrait une portée statique. Mais donc ça va être rectifié par la suite. Donc 1965, Peter Landin propose publie un article intitulé The Next 700 Programming Languages, les prochains 700 langages de programmation, qui part de l'observation assez amusante qu'il y a déjà 700 langages de programmation en 1965, mais qui sont tous pareils, sont tous à base de programmation impérative, de modifier un état. Et Landin dit qu'il y en a besoin d'idées nouvelles pour les 700 prochains langages, et il propose justement la programmation fonctionnelle pure, essentiellement, et en particulier un proto-langage qu'il appelle IceWim, qui est un lambda calcul avec quelques constructions en plus. Et dès 1970, en fait, tous les langages fonctionnels ont le lambda calcul pur comme noyau. Common Lisp, Scheme, donc des versions de Lisp qui corrigent ce petit bug de la portée dynamique. Et puis aussi les langages de la famille ML, alors avec un système de type en plus, donc standard ML, Camel, OCaml, Haskell, etc. Bien, donc voilà pour le lambda calcul. Maintenant, quelques mots sur la logique intuitionniste. Alors, je suis presque un peu gêné de faire cette partie du cours. Comme vous allez le voir bientôt, je ne suis pas un logicien professionnel. Je suis un amateur de logique, j'aime beaucoup, mais je vais peut-être dire quelques bêtises, donc que les vrais logiciens me pardonnent. Et alors, en plus, l'intuitionniste, c'est un sujet très intéressant, mais un petit peu délicat. À l'origine, l'intuitionnisme, c'est une philosophie des mathématiques, donc élaborée par Brouwer, donc un mathématicien néerlandais du début du XXe siècle. Et donc pour Brouwer, tous les objets mathématiques doivent être accessibles à l'intuition du mathématicien. Le reste, c'est douteux, ce n'est pas des vraies mathématiques. Et donc par exemple, il accepte tout ce qui est fini, tout ce qui est raisonnement combinatoire, il accepte l'infini potentiel, donc essentiellement les entiers et la récursion sur les entiers, mais il rejette l'infini actuel, les cardinaux de Cantor par exemple. Il rejette les démonstrations non constructives, on va voir ce que c'est dans quelques instants. Il rejette l'approche axiomatique de Hilbert. Donc Hilbert dit les maths, c'est voilà un paquet d'axiomes, et les maths, c'est les conséquences de ces axiomes. Pour Brouwer, non, les maths, c'est plus profond que ça.
Donc ces idées, plus le style d'exposition de Brouwer, qui est quand même un peu cassant, un peu parfois méprisant à l'égard des autres, lui ont valu d'être complètement mis à l'écart de la communauté mathématique entre les deux guerres, en particulier Hilbert, qui est largement ridiculisé Brouwer, et là aussi licencié du comité de rédaction des Annals of Mathematics, la grande revue dont Hilbert était rédacteur en chef. Et ce qui fait que les idées de Brouwer sont restées complètement marginales, au moins en mathématiques. Mais elles ont beaucoup intéressé les logiciens et ensuite les informaticiens. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'intuitionniste, c'est de logique intuitionniste. Donc c'est une famille de logique mathématique étudiée par Heiting et Glivenko, qui étaient deux étudiants de Brouwer, et puis d'autres logiciens comme le célèbre Gödel ou Kolmogorov aussi. Et donc, c'est des logiques mathématiques qui formalisent l'aspect démonstration constructive uniquement de la pensée intuitionniste de Brouwer, mais qui ne formalisent pas le reste, qui d'ailleurs n'est pas vraiment formalisable. Et on dit que Brouwer lui-même n'était pas très content de cet effort de formalisation, parce qu'il trouvait que ses élèves étaient en train de formaliser sa belle mathématique avec les mauvaises mathématiques des autres. Mais bon, c'est un problème général en logique. Il faut bien s'appuyer sur une logique existante pour parler de la logique nouvelle qu'on veut construire. Alors, les démonstrations constructives et démonstrations non constructives. Prenons un exemple. On veut démontrer il existe x dans A tel que P de x. Une certaine propriété P de x est vraie. Alors, la démonstration constructive de ce fait, c'est d'abord on définit un élément petit a de l'ensemble grand A à partir des hypothèses et des objets qu'on a déjà définis, des choses qu'on a dans le contexte. Puis on démontre que cet objet petit a satisfait la propriété grand P. On démontre que P de A est vrai. Mais ce n'est pas la seule démonstration possible. On peut par exemple faire une démonstration par l'absurde. Donc supposons que ce qu'on veut y montrer est faux. Donc supposons que pour tout x, P de x est faux. D'accord ? La négation de P de x est vraie. Maintenant, on en déduit une contradiction. Et donc, on en déduit que forcément, donc notre hypothèse est fausse, et donc forcément, il existe x dans A, P de x est vrai. Alors en maths classique, les deux démonstrations sont également valables. Pour un intuitionniste, la première démonstration est la seule qui prouve vraiment qu'il existe A, P de x est vrai. La seconde démonstration, elle prouve simplement que ce n'est pas faux. D'accord ? Et pour un intuitionniste, c'est plus faible. Le fait que quelque chose n'est pas faux, que supposer qu'il est vrai n'implique pas de contradiction, c'est faible. Et ça n'est pas une vraie démonstration. Et alors, pourquoi ? Je vais essayer d'illustrer ça par une petite anecdote. En fait, que je reprends. C'est une petite histoire que je reprends du délicieux livre de Gilles Devecq, Les métamorphoses du calcul, puis que j'ai un petit peu amélioré. Donc, supposons que je suis dans le train Thalys qui me ramène des Pays-Bas, où je suis allé travailler avec des collègues intuitionnistes et me recueillir sur la tombe de Brouwer. Et une inconnue avec d'épaisses lunettes noires me glisse un mot. Les logiciens classiques français veulent votre peau. Peut-être parce que j'enseigne très mal la logique. Descendez au dernier arrêt du train avant la frontière française. Nota bene, le train marquera peut-être des arrêts non prévus. À quel arrêt descendre ? D'accord ? Je sais qu'il existe, classiquement, il existe un arrêt où je dois descendre, parce que l'ensemble des arrêts du train hors de la France est non vide. On n'est pas encore arrivé à Bruxelles, donc je sais qu'il y en a au moins un. Il est totalement ordonné et il est fini, donc il contient un élément maximal, et c'est là où je dois descendre. Mais ça ne m'aide toujours pas à savoir où je dois descendre. J'arrive à Bruxelles, est-ce que je dois descendre à Bruxelles ou est-ce que je dois me dire il y a peut-être un arrêt supplémentaire non prévu juste avant la frontière et c'est là que je devrais descendre. Donc là, on a une démonstration non constructive de l'existence d'un arrêt où je dois descendre et qui ne m'aide pas à vivre, qui ne me donne pas de critères effectifs pour savoir où descendre. Et ça, c'est ce qu'un intuitionniste voudrait avoir. Alors, si vous voulez, la fin de l'histoire, évidemment, c'était un piège. Un intuitionniste n'aurait jamais défini aussi mal l'arrêt où je dois descendre. Donc, bien sûr, ça a été écrit par un classiciste, et donc il fallait ignorer ce conseil. Donc, un peu plus généralement, en fait, ce que l'intuitionnisme rejette, c'est la règle dite du tiers exclu. Donc,
tertium non datur en latin, excluded middle en anglais, qui dit que pour toute proposition P, soit P, soit non P. D'accord ? Donc P ou non P. Mais il n'y a pas de troisième possibilité, de tiers, de troisième possibilité, de tertium, entre P est vrai et P est faux. Alors c'est équivalent à plein d'autres règles, par exemple la règle d'élimination de la double négation. Donc si j'ai non non P, alors non non P implique P, et qui est le principe du raisonnement par l'absurde. D'accord ? Si non P me donne une contradiction, donc si non non P est vrai, alors c'est que P est vrai. Donc la logique intuitionniste rejette cette règle du tiers exclu, elle rejette de nombreuses règles équivalentes. Je pense que c'est en troisième semaine qu'on reviendra là-dessus, et on verra qu'il y a plein d'autres manières de faire de la logique classique. Mais ça va un peu plus loin que ça, disons. Parce que le fait qu'on accepte ou qu'on rejette le tiers exclu, en fait, ça reflète deux manières différentes de voir ce que c'est que la vérité mathématique. En logique classique, toute proposition est a priori vraie ou fausse. D'accord ? Le tiers exclu nous dit qu'il n'y a pas de troisième possibilité. Et donc le but de la démonstration, c'est d'établir lequel de ces deux cas s'applique, ou lequel ne s'applique pas, et auquel cas c'est forcément l'autre. D'accord ? Et ça nous donne par exemple les raisonnements par table de vérité dans le fragment propositionnel. Si vous voulez montrer que P implique Q ou Q implique P, d'accord, ben en fait, il n'y a qu'à considérer les deux possibilités pour P, vrai, faux, vrai, les deux possibilités pour Q, faux, vrai, ça vous donne 4 possibilités, et puis vous vérifiez que la formule est vraie dans les 4 cas, et vous dites c'est bon, elle est toujours vraie. En logique intuitionniste, une proposition peut être prouvée, peut être démontrée, il peut exister une raison pour laquelle elle est vraie, ou alors sa négation peut être démontrée, il y a une raison pour laquelle donc, la proposition est fausse, et sinon on ne sait rien sur la proposition. D'accord ? On ne se permet pas de dire c'est forcément l'un cas ou l'autre, on ne sait rien. Et ça, et alors cette idée d'une proposition peut être prouvée, il y a une démonstration pour la proposition, elle peut être caractérisée de manière par l'existence d'une construction de la proposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation BHK du nom de Brouwer, Heiting et Kolmogorov. Et donc leur idée, c'est que si une proposition est vraie, de manière intuitionniste, alors il y a un objet mathématique qui atteste de ce fait. D'accord ? Une espèce de certificat, ou ce qu'on appelle aujourd'hui aussi un terme de preuve. Et eux, ils appellent ça une construction. Et par exemple, la proposition vraie, top, elle a une construction, par définition de ce que c'est qu'une construction. En revanche, il n'existe pas de construction de bottom, le faux, l'absurdité. Après, pour les connecteurs, les constructions se construisent de manière structurelle. Par exemple, une construction de la conjonction P1 et P2, c'est un couple de deux constructions, C1, C2, où C1 est une construction de P1, une justification de P1, et C2 une justification de P2. Si vous avez justifié à la fois P1 et P2, vous avez justifié P1 et P2. Une construction de P1 ou P2, ça va être un couple d'un entier I qui vaut 1 ou 2, et d'une construction C. Donc l'entier I nous dit laquelle de P1 ou de P2 est justifiée, et C est une construction de PI. Et alors là où ça devient particulièrement, là où on se rapproche beaucoup de Curie-Howard et de notions modernes de calcul, c'est les constructions pour les implications. Et donc la construction pour l'implication P1 implique P2, c'est un procédé qui, à partir d'une construction de P1, produit une construction de P2. Alors, qu'est-ce que c'est procédé ici ? Donc il faut essayer de le préciser. Alors on peut dire que c'est une fonction mathématique arbitraire. Mais ça, ce n'est pas toujours très constructif. On peut définir classiquement des fonctions assez étranges, avec l'axiome du choix, par exemple, qui ne vont pas forcément nous aider à vraiment justifier que P2 est vrai dès que P2 est prouvable, dès que P1 est prouvable aussi. Moralement, je pense qu'on peut parler d'algorithme, même si c'est un peu anachronique. Ce n'est pas le mot qu'employait B, H et K, mais donc l'idée que c'est vraiment un calcul systématique qui termine toujours, qui prend la construction de P1 et nous produit la construction de P2.
Après, on peut préciser encore un peu, on peut dire que c'est une fonction récursive, modulo peut-être un codage des formules dans les entiers. Et donc ça, c'est une approche que Clini a développée sous le nom de théorie de la réalisabilité, et dont un des séminaristes, Alexandre Miquel, parlera en janvier. Et puis, on pourrait presque dire aussi que c'est un lambda terme en forme normale ou un lambda terme. Et c'est ça, en fait, qui va nous emmener vers la correspondance de Curie-Howard. Bien, mais finissons-en donc avec l'interprétation BHK et puis la logique intuitionniste. Donc, c'est quoi la négation? Non P, c'est en fait P implique faux. Et donc, une construction de non P, c'est une fonction qui, si jamais il existait une construction de P, produirait une construction de faux, qui n'existe pas. Hein, Et donc c'est un moyen très constructif de dire qu'il n'existe pas de construction de P. Parce que si on en avait une, eh ben on arriverait à la contradiction. Et donc l'existence d'une construction de non-P, c'est beaucoup plus fort qu'il n'existe pas une construction de P. Là encore, on n'est vraiment pas dans une logique classique où si c'est pas vrai, si c'est pas faux, c'est vrai. Et puis, on peut même étendre ça au quantificateur. Donc, construction de pour tout x, p de x, c'est un algorithme qui, pour toute valeur de x, vous produit une construction de p de x. Et une construction de il existe x, p de x, ça va être un couple d'un petit a et, qui valide p, et d'une construction du fait que p de a est vrai. Voilà. Et alors, donc quand on a cette idée de construction en tête, on peut revenir sur le tiers exclu et comprendre encore une fois pourquoi le tiers exclu n'est pas accepté en intuitionnisme. Donc parlons un petit peu justement de décidabilité d'une machine de Turing. Donc regardons cette proposition logique. Pour tout M, machine de Turing, soit M termine, soit M ne termine pas. Donc ça, en logique classique, c'est évidemment vrai, c'est un cas particulier du tiers exclu, P ou non P pour tout P, en particulier, termine de M ou non termine de M pour tout M. Mais à quoi ressemblerait une construction de cet énoncé Q? Donc ce serait un algorithme qui prend une machine de Turing M en argument et vous renvoie une construction de termine M ou non termine de M. Et donc, c'est quoi une construction de ça? C'est, dans le cas où M termine, ce serait une paire de 1 et d'une construction C du fait que M termine. Et dans l'autre cas, si M ne termine pas, ce sera l'entier 2 et une construction du fait que M ne termine pas. Donc, si on oublie les constructions C qui sont là, on a une fonction qui, à une machine de Turing, renvoie 1 si elle termine et 2 si elle ne termine pas. Donc, une fonction, un algorithme qui a cette propriété. Or, donc c'est un algorithme qui résout le problème de l'arrêt, et on sait qu'il n'en existe pas. D'accord ? Et donc, il n'existe pas de construction de cette proposition Q. Et plus généralement, il n'existe pas de construction qui valide l'axiome du tiers exclu. En fait, une construction, ce serait une espèce de procédure de décision universelle. Vous lui donnez une proposition P, et vous dites si elle est vraie ou fausse. Exactement le rêve de Hilbert dans son problème de la décision, et qu'on sait maintenant être impossible. Il n'existe pas de telle procédure de décision universelle. Bien. Et donc pour finir avec la logique intuitionniste, juste quelques mots sur comment on formalise une logique de ce type, parce que ça va nous aider après pour parler de l'isomorphisme de Curie-Howard. Donc la formalisation que je vais prendre, elle est à base de ce qu'on appelle les séquents intuitionnistes. Donc c'est des énoncés de la forme gamma montre que P, donc sous les hypothèses gamma, on sait déduire P. Donc gamma, c'est juste une liste de propositions logiques, c'est les hypothèses qu'on se prend. Et P, c'est juste une proposition logique, c'est la conclusion qu'on veut démontrer. Et la formalisation, elle se compose d'axiomes et de règles d'inférence. Donc l'axiome, c'est ce séquent est vrai. Par exemple, pour toute proposition P, le séquent, sous l'hypothèse P, je sais déduire P, est vrai. D'accord ? Et puis il y a aussi des règles de déduction, alors qui ont cette jolie notation graphique avec une barre, et qu'il faut lire par si ce qui est au-dessus de la barre est vrai, alors ce qui est en dessous de la barre est vrai. Donc si je peux démontrer sous les hypothèses P que si sous les hypothèses gamma, je peux démontrer que P est vrai, si sous les hypothèses gamma, je peux démontrer que Q est vrai, alors, sous les mêmes hypothèses gamma, je peux démontrer que P et Q est vrai. D'accord ?
Donc la notation est très compacte, un peu effrayante au début, mais il suffit de la lire à voix haute et c'est beaucoup plus clair. Et donc voici les règles de la logique intuitionniste. Alors souvent on les sépare en règles dites d'introduction et d'élimination. L'introduction, c'est ce qui fait apparaître un connecteur. Par exemple, pour l'implication, si sous les hypothèses gamma et l'hypothèse P, je peux montrer Q, alors sous l'hypothèse gamma, je peux montrer que P implique Q. Donc j'ai fait apparaître l'implication, j'ai introduit l'implication. Et l'élimination de l'implication, c'est la règle dite du modus ponens, en logique habituelle, ce qui est que si j'ai pu montrer P implique Q, et sous les mêmes hypothèses, j'ai pu montrer P, alors sous les mêmes hypothèses, je peux montrer Q. Et puis, on a une règle d'axiome qui généralise ce qu'on a vu. Sous l'hypothèse P, je peux montrer P. Sous l'hypothèse P et d'autres hypothèses, gamma 1 et gamma 2, je peux montrer P. Alors ensuite, on a les règles de la conjonction. Donc celle-là, on l'a déjà vue, l'introduction. Si je peux montrer P, si je peux montrer Q, je peux montrer P et Q. Et l'élimination, c'est le dual. Si j'ai pu montrer P et Q, alors je peux montrer P. Et puis je peux aussi montrer Q. Alors les règles de la disjonction sont un petit peu plus compliquées. Bon, les introductions sont faciles. Si je peux montrer P, alors a fortiori j'ai montré P ou Q. Si j'ai montré Q, a fortiori j'ai montré P ou Q. En revanche, pour utiliser un P ou Q, c'est un peu difficile. En fait, on veut montrer que si P ou Q, alors R. Et pour ça, on montre que de deux choses l'une, soit P, et est-ce que P implique R, soit Q, et est-ce que Q implique R. Et donc, si les deux sont vrais, si en supposant P, on peut montrer R, et en supposant Q, on peut aussi montrer R, alors en supposant P ou Q, on peut aussi montrer R. Et enfin, on a la règle de la négation, qui dit que, donc c'est justement cette règle que Church avait éliminée dans son premier lambda calcul, qui est que si on peut montrer la fausseté, l'absurdité, bottom, alors on peut montrer n'importe quelle proposition logique. Et ça, en latin, c'est ex falso quod libet. À partir du faux, s'ensuit ce que vous voulez. Bien. Et on va revenir là-dessus à la fin du cours, sur les questions justement d'isomorphisme, de correspondance de Curie-Howard. Mais alors maintenant, il faut que j'introduise le troisième ingrédient dont on a besoin, à savoir les types. Alors j'en ai déjà un peu parlé dans ma leçon inaugurale. Donc c'est une notion assez familière en fait. On ne mélange pas des choses qui sont distinctes par nature. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. On n'additionne pas les choux et les carottes. Don't compare apples and oranges en anglais. On retrouve ça un peu en physique. Les équations aux dimensions, par exemple, qui nous disent qu'on ne peut pas égaliser deux grandeurs qui n'ont pas la même dimension. C'est juste physiquement absurde. Hop, pardon. Tiens, je crois que j'avais un transparent de plus. Bon. J'ai permuté le transparent, c'est pas grave. Dans les langages de programmation, donc, on a aussi des notions de type, typiquement pour détecter et rejeter des erreurs de programmation. Par exemple, si on a une chaîne de caractères, Toto, et qu'on essaye de l'appliquer à 12 comme si c'était une fonction, c'est une erreur de type. Parce qu'une fonction et une chaîne de caractères, ce n'est pas la même chose. De même, si on donne le mauvais nombre d'arguments à une fonction, la fonction cosinus, elle attend un nombre en argument, mais pas un nombre et une chaîne de caractères. Alors on peut aussi utiliser les types comme spécification partielle pour des structures de données, pour des interfaces de modules. Donc ça, c'est des petits bouts de syntaxe camel, par exemple, où je peux définir par une déclaration de type qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire qui porte des valeurs de type A aux feuilles et qui porte des valeurs de type A aux feuilles et pas de valeur aux nœuds. Ou je peux donner l'interface d'une fonction ASOC, donc qui va rechercher une valeur dans une liste de paires, une liste d'associations. Et puis, il y a même une troisième utilisation, qui est historiquement la première, en Fortran par exemple. On peut utiliser les types pour clarifier le sens des programmes et faciliter la compilation. En Fortran, il y a, comme dans beaucoup de langages, il y a à la fois des nombres entiers et des nombres en virgule flottante, et ce n'est pas les mêmes arithmétiques, les mêmes opérations arithmétiques sur ces deux types de nombres. Et quand vous avez une expression de la forme n égale n fois 2 plus 1,
Ben, si n c'est un entier, ça veut dire qu'il faut faire le calcul en entier. Si n est un nombre en virgule flottante, ça veut dire qu'il faut faire le calcul en virgule flottante. Alors on pourrait dire on va déterminer ça à l'exécution, on va tester est-ce que n est un entier, est-ce que n est en virgule flottante, mais les concepteurs de Fortran ont trouvé que c'était trop compliqué, et donc ils ont eu cette idée de demander aux programmeurs de déclarer à l'avance que n est un entier, que x est un réel, c'est-à-dire un nombre à virgule flottante, et du coup le sens du programme est plus clair, on sait exactement quel type d'arithmétique est impliqué, et on sait comment le compiler. Bon. Et en fait, les idées de type, elles remontent à avant, elles remontent à la logique mathématique. Et c'est intéressant de voir qu'en mathématiques classiques, par exemple en géométrie euclidienne, il y a des notions totalement intuitives de type. En géométrie euclidienne, vous avez des points et vous avez des droites, et on ne se pose jamais des questions, par exemple, quelle est l'intersection de deux points? L'intersection, c'est entre deux droites. L'appartenance, c'est un point et une droite, et puis deux points, ils sont soit égaux, soit différents, mais on ne peut pas parler de l'intersection de deux points. Et ce genre de distinction s'est progressivement effacé. Quand on arrive aux mathématiques modernes, en particulier la théorie des ensembles naïfs, il n'y a plus de type du tout. Et par exemple, il y a ce codage étrange des entiers qui est dû à von Neumann, où pour coder n plus 1, on fait l'union de n et du singleton n. C'est un peu bizarre quand même, parce que là, on a un ensemble qui est mal fichu. On ne comprend pas, mais c'est parfaitement possible en théorie des ensembles. Mais ça se paye. Ça se paye par des risques de paradoxe, comme celui de Russell, dont on a déjà parlé. L'ensemble des x tel que x n'appartient pas à x. Et donc les théories des types, qui sont apparues en logique au début du XXe siècle, c'est justement l'idée de mettre des types dans une logique pour empêcher ce genre de paradoxe. Alors Jean-Yves Girard, donc dans son excellent cours de logique, qui s'appelle Le point aveugle, décrit ça de la manière suivante. Le typage est une espèce de surmoi interdisant certaines formes d'inceste logique du style x appartient à x. Et donc, le premier de ces surmois, c'est Russell qui l'a introduit vers 1908, puis utilisé dans Principia Mathematica. Alors, ça commence bien, enfin, il énonce un principe qui est assez simple, qu'il appelle le principe du cercle vicieux, ou plutôt de l'absence du cercle vicieux. Whatever involves all of a connection must not be one of the collection. Donc tout ce qui fait intervenir l'ensemble, l'intégralité d'une collection ne doit pas être un élément de la collection, une chose de la collection. Et alors son idée pour empêcher ça, c'est de mettre des entiers partout. Donc il appelle ça des ordres. Donc chaque objet de la théorie va porter un ordre, un entier. Et l'idée, c'est que, par exemple, l'ordre d'un ensemble va être strictement plus grand que l'ordre de ses éléments, ou que l'ordre d'un quantificateur, d'une formule quantifiée pour tout x.p, va être strictement plus grand que l'ordre de la variable x, ce qui fait que, par exemple, si x est soi-même une proposition, on ne va pas pouvoir appliquer cette proposition à elle-même. C'est ce qu'on appelle la prédicativité aujourd'hui. Alors après, après, ça se passe très mal. Donc après, il essaye de formaliser ça un peu en introduisant ce qu'il appelle les types ramifiés. Alors moralement, c'est des types de fonctions, sauf que comme il regarde que les prédicats, il n'y a pas de type de résultat. Donc un type, c'est soit une proposition de base, 0, soit un tuple, qui veut dire un prédicat à n arguments de type T1 à Tn. Et toutes ces choses-là sont annotées par des entiers qui sont les ordres. Donc la proposition de base, elle porte l'ordre 0, et un prédicat à n paramètres porte un entier qui doit être strictement plus grand que ses arguments, que ses paramètres. Alors après, Russell donne des règles de typage qui sont informelles mais déjà compliquées. Ensuite, il se rend compte avec Whitehead que le typage est trop intentionnel. On a des formules logiques qui sont équivalentes mais qui ont des ordres complètement différents, suivant que la formule est simple ou emboîte davantage de quantificateurs et de prédicats. Alors après, ils ajoutent un axiome de réductibilité, le fait que pour toute formule f, il existe une formule équivalente d'ordre minimal, qui ne convainc absolument pas. Pourquoi ça ne réintroduit pas tous les paradoxes qu'on veut éviter? On ne sait pas. Du coup, plusieurs logiciens dans les années 20 essayent de déramifier, donc de simplifier ces types, d'enlever les ordres entiers, de montrer que les types simples, suffisent, juste des types de fonctions. Et Church, en 1940, dit « Ah, ben c'est bien ces idées de type simple, je vais pouvoir les combiner avec mon lambda calcul. Et peut-être ça va donner une deuxième jeunesse à mon lambda calcul comme logique, avec moins de paradoxes dedans. » Et donc ça, c'est un article de 1940, où donc il considère ce qu'on appelle aujourd'hui les types simples.
donc des types de base, et puis juste des types de fonctions. Donc il a deux types de base. Alors comme il veut faire de l'arithmétique, il a un type des entiers qui s'appelle petit i, et puis il a un type O, qui est le type des propositions logiques, le type des valeurs de vérité, si vous voulez. Et puis des types de fonctions, alpha flèche bêta, il note ça autrement, mais bon, alpha flèche bêta, qui est le type des fonctions qui prennent un argument de type alpha et rendent un résultat de type bêta. Et après, donc, il donne la grammaire de ces termes, mais en les annotant par leur type. Donc, par exemple, pour chaque type alpha, il y a une infinité de variables x. Une abstraction a forcément un type de la forme alpha flèche bêta, où alpha est le type du paramètre x et bêta est le type du corps de l'abstraction m. Une application a forcément, la partie fonction a forcément un type fonction, alpha flèche bêta, et la partie argument a forcément le type alpha correspondant, et ça lui donne un terme de type bêta, excusez-moi. Et puis, il met un certain nombre de connecteurs logiques qui, eux aussi, ont des types. Par exemple, la négation, c'est de type O flèche O. Ça prend une valeur de vérité, ça rend une valeur de vérité. La conjonction, c'est O flèche O flèche O. Ça prend deux valeurs de vérité, ça rend une valeur de vérité. Le pour tout, toujours traité à la Church, ça prend des fonctions de alpha dans O. Donc, on a quantifié universellement sur des alphas et obtenu une proposition donc, qui est dans O. Et puis, alors il ajoute bien sûr ces axiomes, ces règles d'alpha conversion et de bêta conversion, et des axiomes pour l'arithmétique. D'accord ? Et ça donne une logique qui, je crois, tient la route. Alors la présentation moderne du lambda calcul simplement typé est un petit peu différente. L'idée, c'est qu'on essaye de séparer la syntaxe des termes d'un côté, et de l'autre, le jugement de typage. Le fait que m, un terme m, est de type alpha sous des hypothèses gamma. Donc vous voyez, on réintroduit nos séquents, qui nous ont servi pour parler de logique. Cette fois-ci, au lieu de conclure qu'une proposition est vraie, là, on conclut qu'un terme a un certain type. Et de même, les hypothèses gamma, c'est une liste d'hypothèses de la forme cette variable x a un certain type alpha. Donc du coup, on a des termes qui sont beaucoup plus simples, d'accord, et des règles de typage sur le côté qui nous disent que si x, on suppose que x a le type alpha, alors x a le type alpha, que sous l'hypothèse que x a le type alpha, m a le type bêta, alors lambda x alpha m a le type alpha flèche bêta. Et sous l'hypothèse que m a le type alpha flèche bêta et n le type alpha, on peut montrer que m appliqué à n a le type bêta. Et du coup, si on a besoin de constantes, comme les constantes qui ont été utilisées par Church, les connecteurs logiques de Church, ben on peut les ajouter un peu comme des variables avec des types prédéfinis. Voilà. Et alors encore une fois, ce lambda calcul typé a d'excellentes propriétés. Par exemple, on peut montrer que le typage est préservé par les réductions. Et on peut aussi montrer une propriété dite de normalisation forte, c'est-à-dire qu'un terme bien typé a forcément une forme normale. Donc toute séquence de bêta-réduction issue du terme est finie et s'arrête sur une forme normale. On ne peut pas écrire des programmes qui bouclent dans le lambda calcul simplement typé. Alors, ce qui est un avantage par certains côtés, ce qui, d'un autre côté, fait que c'est un langage qui n'est pas Turing complet. D'accord ? On ne peut pas définir toutes les fonctions calculables dans ce langage. Bien, et on en arrive à la fameuse correspondance de Curry-Howard. Tous les morceaux sont en place, et maintenant, il n'y a plus qu'à l'observer. Et donc, le premier qui a observé ça, c'est Haskell Curry, en 1958. Et il l'a fait, alors pas avec le lambda calcul, mais avec ce qui s'appelle la logique combinatoire, qui est une variante un peu étrange, dans laquelle on n'a pas de variable, on n'a pas d'abstraction, lambda x.m, donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas le lambda calcul. On a juste l'application, et on a des combinateurs qui sont prédéfinis par leurs règles de conversion. Par exemple, donc on a l'application, on peut se donner trois combinateurs, S, K et I, qui sont définis par leurs règles. Donc I, c'est l'identité, donc I appliqué à X, c'est la même chose que X. K, ça attend deux arguments X et Y, et ça jette le deuxième et ça renvoie le premier. Et S, quand on lui donne trois arguments, X, Y, Z, ça distribue, d'une certaine manière, Z sur X et Y, de cette manière-là. Alors, ça peut sembler étrange, je trouve d'ailleurs que c'est étrange, mais après, il y a des résultats qui sont que tout lambda terme peut s'encoder en logique combinatoire quand on a une base de combinateurs adéquate. S, K et I suffisent. En fait, I peut s'exprimer en termes de S et de K, donc S et K suffisent. Et il y a des combinateurs plus compliqués qui, à un combinateur, suffisent à exprimer tout le lambda calcul.
Donc voilà, donc c'est une autre manière de faire du lambda calcul où on n'a pas de variable et on n'a pas de lambda. Alors bien sûr, on peut typer ça avec des types simples. Donc on a pour l'application la même règle. Tiens, pourquoi il bouge lui ? On a la même règle que d'habitude, et puis on a après des types, plus exactement des schémas de type pour les combinateurs. Par exemple, I a le type alpha flèche alpha pour tout alpha, puisque c'est l'identité. K a le type alpha flèche bêta flèche alpha, puisqu'il ignore son deuxième argument et renvoie son premier. Quant à S, je vous laisse lire le type, il est un peu compliqué. Et donc, on en arrive à la correspondance de Curry. Donc, il y a ce gros livre, publié en 1958, qui s'appelle Combinatory Logic, écrit par Curry, avec des chapitres écrits par Faze, qui étudie la logique combinatoire sous tous les angles. Et en pages 313 et 314, ils observent que si on lit la flèche des types, τ1 flèche τ2, comme l'implication, P flèche Q des propositions, alors les types qu'on vient de donner au combinateur sont les axiomes qui définissent l'application dans les logiques à la Hilbert, les logiques où on définit les connecteurs par un certain nombre d'axiomes. Donc I, c'est que P implique P, K, c'est que P implique Q implique P, et S, c'est cette espèce de distribution que si P implique Q implique R et P implique Q, alors P implique R. Par ailleurs, la règle de typage de l'application, si on la voit en oubliant un petit peu les termes Mn, Mn, et si on lit ça comme une implication logique, c'est le modus ponens. À partir de P implique Q et de P, je peux montrer Q. D'accord. Et donc, via cette correspondance de Curry, on a qu'une proposition P est démontrable si et seulement si le type alpha qui lui correspond est habité, c'est-à-dire qu'il existe un terme en logique combinatoire qui a ce type. Et le sujet reste à l'arrêt pendant une dizaine d'années. Et donc en 1969, Howard, qui est un autre logicien, étend et modernise le résultat de Curry. Donc, par exemple, il n'emploie pas la logique combinatoire, il emploie le lambda calcul comme langage, lambda calcul simplement typé comme langage. Et de même, du côté Hilbert, du côté logique, il n'utilise pas des axiomes façon Hilbert, mais il utilise les séquences intuitionnistes qu'on a vues pour la logique intuitionniste. Et puis, il ne s'arrête pas à l'implication, il traite aussi les autres connecteurs, et ou non, et discute aussi les quantificateurs. Et dernièrement, il montre aussi que la correspondance, elle n'est pas purement statique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait correspondre un terme et une démonstration, quand vous réduisez le terme par des bêta-réductions et tout, ça veut dire quelque chose du côté des démonstrations. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que, en fait, Howard pensait que... Enfin, trouvait que son résultat était sans intérêt. D'accord. En gros, il y avait déjà tout dans Curry, c'était juste un petit epsilon en plus. Et du coup, il n'a pas soumis son travail à publication. Il a juste photocopié ses notes manuscrites et les a envoyées à quelques collègues logiciens. Girard, Tate, Martin Löf, enfin bref, les grands noms de la logique de l'époque, des débuts des années 70. Et du coup, ça a circulé et c'est devenu une évidence, c'est rentré dans le folklore, au point qu'en 1980, les éditeurs d'un Festschrift pour Curie, intitulé Essay on Combinatory Logic, sont allés voir Howard en disant il faut absolument qu'on publie tes notes à l'identique dans notre livre. Et c'est comme ça donc, que le texte de Howard a été finalement publié en 1980. Alors, comment expliquer la correspondance de Curie-Howard telle que Howard la présente? Mais en fait, il y a une explication graphique qui est très simple, qui consiste à regarder les règles de typage du lambda calcul simplement typé. Alors, j'ai mis des couleurs. Donc, le rouge, c'est la partie terme, variable, lambda, application. Le bleu, c'est la partie type. D'accord ? Donc ça, c'est les règles de typage de des lambdas et de l'application. Et l'observation, c'est que si on efface les termes et qu'on relie la flèche des fonctions comme la double flèche de l'implication, et que dans les hypothèses, on oublie les noms de variables, donc si vous aviez deux variables x et y de type A, vous avez deux fois l'hypothèse A, c'est tout.
Donc si on fait ces petits effacements, eh bien, on retrouve les règles de la logique intuitionniste. Donc ça, rappelez-vous, c'est exactement les règles qui définissent l'implication en logique intuitionniste. Si j'ai A dans mes hypothèses, alors A est vrai. Si sous l'hypothèse supplémentaire A, j'ai B, alors A implique B est vrai. Et si j'ai A implique B et A, alors j'ai B. Et une autre manière de dire, c'est que la règle du lambda calcul typé, c'est une espèce de décoration de cette règle de déduction. On a annoté, un peu pour se souvenir de ce qu'on a fait, on a mis des bouts de termes en rouge. Donc là, on a mis une variable, là, on a mis un nom à l'hypothèse, là, donc on réutilise le même nom, là, on met une lambda pour se souvenir que c'est la construction, au sens de BHK, de l'implication, et là, on met une application pour se souvenir qu'on a fait un modus ponens. Et ça marche comme ça merveilleusement pour les autres connecteurs aussi. Par exemple, pour la conjonction, alors on a besoin d'enrichir un petit peu notre lambda calcul avec une notion de couple, la paire de M et de N, et puis des projections, pi1 et pi2, pour envoyer la première partie ou la deuxième partie d'une projection. Et on verra la semaine prochaine comment on peut facilement faire ça, cette extension. Et du coup, on a ces règles de typage, qui nous disent que si M a le type A, N a le type B, alors la paire Mn a pour type le produit cartésien A croix B, et puis les règles pour les projections. Et si on efface nos termes, eh bien, on a les règles de déduction pour le connecteur E. D'accord ? Je continue, mais je crois que vous commencez à comprendre. Pour les disjonctions, ça marche très bien aussi. On a besoin encore d'une petite extension du lambda calcul typé, donc il nous faut un type de plus, qui est un type somme, A plus B, et puis des opérations pour construire et détruire des termes de ce type, donc ça, on verra ça en deuxième semaine. Donc on a des fonctions d'injection qui permettent d'injecter un A dans le type A plus B, ou un B dans le type A plus B, et une espèce d'analyse de cas qui dit que si M a le type A plus B, on analyse suivant que c'est l'injection 1 ou l'injection 2, et on calcule soit N1 soit N2. Et encore une fois, si on efface tous ces termes, on retrouve les règles de déduction pour le connecteur OU. Et enfin, on a l'absurdité, où là, on a besoin d'un type vide, d'ajouter un type vide, et une construction qui est, on appelle un éliminateur du type vide, alors qui est un peu bizarre. On peut voir ça comme un filtrage à 0K. Un type vide, c'est un type où il y a 0 valeur dedans. Et donc, si on fait une analyse de K dessus, il y a 0K à considérer. Ça paraît très étrange, mais vous verrez la semaine prochaine que c'est très naturel. Et donc, la règle, elle nous dit que si on a un terme M de ce type vide bottom, alors, si on le filtre, on obtient un terme de n'importe quel type. Parce que de toute manière, on n'y arrivera pas. Et encore une fois, c'est exactement la règle ex falso quod libet. Si vous avez le faux, vous pouvez déduire n'importe quelle proposition. Voilà. Et donc juste pour finir, alors désolé si je déborde un tout petit peu de l'heure, mais donc juste pour finir, et puis après on va faire une pause. Donc la dernière observation de Howard, c'est à quoi correspond la bêta-réduction. D'accord ? Donc on a des termes qui correspondent à des démonstrations. Qu'est-ce qui se passe quand on bêta-réduit un terme ? Et l'observation de Howard, c'est que ça correspond à ce qui s'appelle l'élimination d'une coupure dans le fragment implicatif de la logique. Alors déjà, je vous montre ce que ça fait, et puis après, je vous dis ce que c'est qu'une coupure. Donc ça, c'est d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe quand on a un bêta-redex, à quoi ressemble sa dérivation de typage. Et puis, une fois qu'on l'a réduit, en fait, on a une autre dérivation de typage, qui, essentiellement, on a pris ce typage de n, que n a le type A, et on l'a utilisé autant de fois qu'il fallait, autant de fois qu'il y avait des occurrences de x. Bon. Et si on efface, en fait, on obtient une règle logique où on voit qu'on a montré B sous l'hypothèse A, on a eu A implique B, puis on a montré A et on a déduit B. Et l'idée, c'est qu'on peut raccourcir cette preuve, cette démonstration, on n'a pas vraiment besoin du A implique B, il suffit d'utiliser cette démonstration de A partout où on en a besoin pour démontrer B. Et ça, c'est ce qui s'appelle... donc là, à gauche, c'est ce qu'on appelle une démonstration avec coupure, et là, à droite, on a une coupure de moins. Donc une coupure, c'est un énoncé intermédiaire, par exemple, c'est un lemme qui nous sert pour montrer l'énoncé final, le théorème, mais qui n'apparaît pas forcément dans le théorème. Et donc là, on a vu un exemple avec l'implication. On montre P, c'est le lemme, on montre P implique Q,
c'est montrer le théorème Q sous l'hypothèse du lemme P, et on conclut Q, le théorème. P est une coupure, parce qu'en général, P n'apparaît pas dans Q à la fin. Un truc qui n'est pas une coupure, par exemple pour montrer que P et Q, on montre P, puis on montre Q. P et Q étant des sous-formules de P et Q, pardon, P étant une sous-formule de P et Q, ça n'est pas une coupure. Q étant une sous-formule de P et Q, ça n'est pas une coupure. Alors, on peut avoir l'impression qu'on coupe les cheveux en quatre ici, et donc éliminer les coupures, c'est réécrire une démonstration jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de coupures. Par exemple, qu'il n'y ait plus de lemme intermédiaire du tout. Alors, c'est horrible. Pour une démonstration sans coupure, ce n'est pas une belle démonstration mathématique du tout. Une belle démonstration, elle a des lemmes, elle a des résultats intermédiaires. En plus, une démonstration sans coupure peut être infiniment plus grande que une démonstration avec coupure. Elle peut être exponentiellement plus grande, voire en tour d'exponentielle plus grande que la démonstration d'origine. Donc c'est une très mauvaise idée d'un point de vue juste du mathématicien, mais ça intéresse le logicien parce que ça aide à démontrer qu'une logique est cohérente. Quand vous avez une démonstration sans coupure, c'est très facile de montrer qu'il n'y a pas de démonstration sans coupure du faux, et donc que la logique est cohérente. Donc, voilà la motivation logique. Et un peu comme on vient de le voir, pour le fragment implicatif de la logique, il suffit, en fait, on peut éliminer les coupures en regardant justement ces cas où on a P implique Q et P, et puis en réécrivant comme ça de manière successive la démonstration, on finit par avoir une démonstration sans coupure qui a la propriété de la sous-formule. Et ce que Howard a observé, c'est qu'en fait, dans sa correspondance, un terme en forme bêta normale, un terme où il n'y a plus de bêta redex, c'est une démonstration sans coupure dans le fragment implicatif de la logique. Et il se trouve que le résultat s'étend en conjonction, donc vous ajoutez les règles de réduction évidentes pour les produits, et ça vous donne, les termes en forme normale sont des démonstrations sans coupure dans le fragment implique et de la logique. Alors là où les choses se gâtent, et justement Howard n'en parle pas dans son papier, c'est pour le ou et le non, où là les règles usuelles de réduction, par exemple pour le type somme, ne suffisent pas à éliminer toutes les coupures. Et on a besoin de règles en plus pour gérer ce qui s'appelle les coupures commutatives. Par exemple, pour l'absurdité, c'est des règles qui permettent de faire, d'une certaine manière, remonter l'élimination de l'absurdité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez voir ça dans les transparents. Et de même, pour la disjonction, c'est encore pire. Il faut faire commuter des raisonnements par cas, ou des raisonnements par cas et des projections, ou des raisonnements par cas et des applications, pour pouvoir à la fin éliminer toutes les coupures. Bon. Donc Howard avait la bonne intuition, mais les détails techniques sont un peu horribles quand on veut vraiment l'étendre à tous les connecteurs usuels. Bien, et donc, j'en arrive à la fin de ce premier cours. Donc faisons un petit point. On est en 1970, et donc Curie et Howard ont montré qu'il existe un isomorphisme entre le lambda calcul simplement typé et la logique intuitionniste, qui met en correspondance type et proposition, termes et démonstrations, réduction et élimination des coupures. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce que c'est une propre au lambda calcul simplement typé? Est-ce qu'on peut l'étendre à des langages de programmation plus riches? Est-ce que c'est spécifique à la logique intuitionniste propositionnelle? Est-ce qu'on peut l'étendre à des logiques intuitionnistes plus riches, avec des quantificateurs? Est-ce qu'on peut l'étendre à la logique classique? Et donc, on va essayer de répondre à ce genre de questions dans les prochains cours, et en particulier donc, dans celui qui commence dans un quart d'heure maintenant, à 11h30. Voilà, merci pour votre attention.